Connaissez-vous la charge raciale? Après la charge mentale, eh ben les noirs ont une charge raciale parce qu'ils sont noirs. Voilà, bon, ici on a un petit peu un petit résumé. Donc toutes les ethnies, je vais travailler dur et réussir. Les Africains, ouin, 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 racisme, ouin, ouin, sniff, ouin, ouin, ouin. Voilà, donc cette jeune fille nous explique que voilà, elle subit la charge raciale parce qu'elle est exclue en France parce qu'elle est noire. Et elle y croit. Ça, le pire, c'est qu'elle y croit. Bon, évidemment, tous les malheurs de sa vie sont dus à sa couleur de peau. Hein. De toute façon, ça, on connaît. Oui, j'ai pas d'appartement, c'est parce que je suis noire. Je vais à un entretien, mais on me prend pas, c'est parce que je suis noire. Et puis blablabla noir. Et puis blabla ma peau, ma peau, ma peau. Pour ensuite dire, eh oh, c'est pas parce que je suis noire que gna gna gna. Arrêtez de tout rapporter à la couleur de ma peau. Bref, on connaît. Alors, Douce dit Bondo. Elle s'appelle Douce, c'est un très joli prénom. Mais j'aime bien, c'est quoi? Attendez, c'est quel pays d'Afrique qui donne des prénoms comme ça? Parce que je connaissais aussi, j'avais un garçon dans ma classe, c'était en primaire, hein, il s'appelait Trésor. Et il y en avait une qui s'appelait Ruby, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, mais je crois que c'est un pays en particulier en Afrique où ils donnent des prénoms de ce genre, et moi j'adore. Enfin bon. Donc, Douce dit Bondo, hein, le racisme crée un stress qui nous empoisonne. Attention. Dans un essai exigeant et fouillé, la journaliste, écrivaine et podcasteuse Douce Dibondo analyse les origines et le poids de la charge raciale qui pèse sur les épaules des personnes racisées. Elle le met elle-même, ce poids, en fait. Parce que on n'a rien contre eux. Hein. Il se crée des problèmes, enfin partout où j'ai vu des noirs, il n'y a pas... ils sont traités tout à fait comme tout le monde, du moment que eux se comportent comme tout le monde. En général, c'est ça, hein, la subtilité. Quand tu te comportes comment je sais pas quoi, forcément, on va te traiter de la même manière. Et après, ça va être, ouais, c'est parce que je suis noire. Non, il y a des blancs qui se font exclure. C'est pas parce qu'ils sont blancs, c'est parce que voilà, ils ont une façon de se comporter, parce qu'ils ont un style aussi qui ne plaît pas aux autres, hein, ce genre de choses. Les gens peuvent exclure d'autres gens pour des raisons très connes, hein, voire sans raison particulière, juste parce que ta tête leur vient pas. Et c'est pas à cause de ta couleur de peau, forcément. Mais on va y revenir. Du coup, dans son premier essai, Douce Dibondo sonde les causes profondes et les conséquences de la charge raciale. Ce concept, popularisé en France par la chercheuse Maboula Soumaoro, sur le modèle de la charge mentale, décidément, oh là là, mais ce monde est plein de victimes, désigne les stratégies d'adaptation mises en place par les personnes racisées en Occident pour se fondre dans la majorité blanche, ainsi que le rôle de pédagogue qu'elles endossent malgré elles. Pour la journaliste et écrivaine qui explorait les subjectivités queer et racisées dans son podcast Extimité, co-créé avec Anthony Vincent, ce livre intitulé La charge raciale vertige. On voit que c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, hein. Vraiment, parce que bon, explorer les subjectivités queer, qui fait ça? Enfin, c'est pas d'autre chose à faire? Je sais pas. Bon. La charge raciale vertige d'un silence écrasant est guidée par une approche plus collective, sociologique à l'horreur, mais aussi psychologique et philosophique. Franchement, le mot sociologie, je peux plus. Alors que le possible choix de la chanteuse Aya Nakamura... Ah bah tiens, qu'est-ce que ça fout là? Aya Nakamura, pour l'ouverture des Jeux Olympiques, a déclenché son lot d'attaques racistes en France ces dernières semaines. Douce Dibondo nous invite à prendre de la hauteur. Alors non, déjà, mettons les points sur les i. Aya Nakamura, c'est uniquement parce qu'elle ne représente pas la France. La chanson française traditionnelle, la chanson française d'antan, Édith Piaf, elle ne représente rien de tout cela. C'est tout. Voilà, si c'était une blanche qui pavanait comme ça son gros cul devant les écrans à chanter n'importe quoi, des choses qui ne sont même pas en français et à se comporter n'importe comment, ce serait pareil. C'est tout. Qu'est-ce que la charge raciale pour toi? En quoi ton livre vient-il approfondir les précédents travaux sur le sujet? De prime abord, la charge raciale regroupe les stratégies d'adaptation employées par des personnes racisées au sein des institutions. Donc, s'adapter à une autre culture, au pays dans lequel tu vis, c'est une charge raciale. On retient. Tels que le travail, le médical, la famille ou le couple. Ces personnes vont possiblement modifier leur apparence, leur manière de parler, voire se taire pour ne pas faire de vagues. À ce point-là,
et préserver la personne en face, mais aussi faire de la pédagogie. Ok. En creusant, je me suis rendu compte que cette charge raciale comportait 3 dimensions. D'abord, la part... Non mais, quelquefois, j'ai l'impression de pas... Enfin, comment dire, de pas rencontrer les mêmes personnes. Voilà, j'ai rencontré énormément de noirs dans ma vie. Bah non, c'est des gens normaux. Ils se comportent normalement. Il n'y a pas d'effort de leur part, ni de ma part. C'est juste on papote. Je vois pas pourquoi ces personnes-là se prennent la tête à ce point, quoi. C'est incroyable. Du coup, d'abord la part historique, hein, ce poids lourd de notre passé qui influence toujours notre présent, en France notamment, où la race, par son effacement et son absence, est en réalité criante. Puis la charge interpersonnelle, hein, ou institutionnelle, celle que l'on porte quand on se frotte au monde du travail, aux violences étatiques, au milieu médical avec le syndrome méditerranéen par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, il y a une charge plus indicible, hein, plus secrète en nous qui porte aussi ce silence, c'est la part intrapersonnelle. C'est celle où on ne parvient pas à dire. Car on nous a toujours refusé d'être des personnes. Ok. On nous a altérisés, déshumanisés. C'est la faille, la névrose raciale en nous. Quoi ? Mais non. Non, je crois que vous êtes juste un petit peu parano. Tout cela donne un cocktail parfait pour somatiser, développer de l'anxiété, tomber en dépression, etc. C'est incroyable, mais dans quel milieu vous avez grandi ? Tu parles même de la conscience d'un danger permanent de mort du fait de sa seule couleur de peau. Ah bon ? Oui, cette peur diffuse s'installe car des gens qui nous ressemblent meurent dans notre entourage. Ouais, moi aussi, des gens qui me ressemblent meurent tous les jours. Voilà, parenthèse. Parce qu'on a un cousin qui se fait contrôler 20 fois plus que son ami Pierre, blond aux yeux bleus. Oui, bah nous on meurt parce qu'on a Abdelkarim qui va tuer des blancs parce que c'est des blancs. C'est tout. C'est le fait de baigner sans cesse dans un environnement étouffant. On le voit avec la polémique Aya Nakamura, hein, que dit cette affaire-là au final, que le corps d'Aya Nakamura, que nos corps noirs racisés ne sont pas greffables à celui de la nation française. Oui, ben il y a des Français blancs qui se font buter parce que ce sont des Français blancs. Non mais si on parle là-dessus, on peut aller loin. Hein. J'aurais toujours quelque chose à redire derrière. Parce qu'on vit exactement la même chose. Ah, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est pas vous et pas nous. Enfin voilà, tout le monde vit ce genre de choses. Tout le monde a les mêmes problèmes. Mais il faut arrêter de se positionner comme ça en victime, en mode « oui mais nous c'est plus ». Non. Pour toi, le racisme est une affaire de santé publique. Hein. Quelle réalité viennent nourrir cette affirmation ? Cela a été reconnu en 2020 aux États-Unis. Cette charge raciale revient à vivre le racisme vicariant. C'est quoi ce mot ? C'est-à-dire à vivre le racisme de manière indirecte. Ah. Voir à la télé des corps qui meurent dans la Méditerranée, voir que nos vies ne comptent pas. Alors, il y a énormément de raccourcis dans ce qu'elle dit. Non, ça, ce sont des gens qui ont pris d'eux-mêmes des bateaux pour venir de façon illégale. Enfin, je sais pas, ils prennent une barque pour traverser l'océan pour venir illégalement dans un autre pays. Bon, bah il y a des vagues hein, dans l'océan, ça meurt. Bah oui, c'est pas du racisme, c'est eux qui sont stupides. C'est tout. En quoi ce serait du racisme ? En quoi ce serait la faute des blancs parce que des noirs se jettent dans la mer ? Non mais faut arrêter. Faut arrêter le délire au bout d'un moment, merde. Pardon, je m'énerve, mais ça m'énerve parce que je le vois partout, ce truc. Oui, gna raciste parce que nous, on meurt dans la mer. Mais est-ce qu'on t'a demandé de te jeter dans la mer ? Enfin, faut partir du début, au bout d'un moment. Arrêtez de vous jeter dans la mer et puis ça se passera mieux. Bref, c'est là qu'intervient la charge allostatique, oui on sait que tu connais des mots, qui est une charge physiologique. À cause du stress viscérien, là, on crée des maladies prématurées, Ah bah oui, vous êtes stressé donc il y a les maladies. On se rend compte que les personnes noires ont plus de risques de faire des crises cardiaques très jeunes, des fausses couches, de développer des maladies chroniques, on accumule les comorbidités, ça c'est tout à cause des blancs. Du coup, ça c'est parce que les noirs ils se jettent dans la mer et du coup ça vaut des blancs. Tu t'intéresses dans ton livre au champ psychanalytique. Penses-tu qu'il faudrait voir émerger une psychanalyse noire, tout comme certains militent pour une psychanalyse féministe ? Non mais faut arrêter, mais on repart tellement dans le passé avec ce genre de conneries. Pourquoi vouloir nous séparer ? Enfin, vous dites, oui, machin, j'arrive pas à faire partie intégrante de la vie en France, je me sens mise de côté. Par contre, je veux voir que des psychanalystes noirs, parce que je suis noire, et que entre noirs, s'il vous plaît, merci. Bah non, ça va pas ensemble, tu peux pas dire ça.
Totalement. OK, bon bah elle le dit du coup. Car nos problématiques ne s'inscrivent pas toujours, voire très peu, dans un contexte familial, mais plutôt dans un contexte sociétal qui ne nous voit pas comme des personnes. Non mais faut arrêter. Oh, mais cette victimisation, mais si on vous voit pas comme des personnes, on vous voit comment? C'est bon quoi. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça c'est faux, c'est totalement faux. La France a littéralement érigé au XVIIe siècle un code noir qui stipule... Non mais qu'est-ce que tu pars au XVIIe... On a évolué hein, dans notre pays, nous, qui stipulait que nous étions des biens meubles. Oui, mais c'est plus le cas. Et cela nourrit encore l'inconscient collectif, mais absolument pas. Ah non, mais je vais pas pouvoir finir ça. Mais c'est tellement mensonger ce qu'elle dit. C'est absolument pas le cas. Les Noirs actuellement en France ne sont pas vus comme des meubles. Non. Moi, j'ai des noirs au travail, ce sont mes collègues. Je m'entends extrêmement bien avec eux. À l'école, j'ai des noirs, c'était mes camarades, c'était mes copines. Faut arrêter avec ce délire. Oui, on est des meubles. Non, vous n'êtes pas des meubles. C'est dans votre tête que vous êtes des meubles. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Ça m'énerve en fait, ce truc-là de se faire passer voilà, pour les victimes, pour oui, gna gna gna, bou bou bou, ouin ouin ouin. Soyez forts, enfin je sais pas, soyez fiers. Pourquoi vouloir tout le temps être là à pleurer pour avoir je sais plus... Qu'est-ce qu'ils attendent de ça? Qu'est-ce qu'ils pensent avoir en disant ce genre de choses? Arrêtez donc de pleurer, soyez forts et soyez fiers d'être ce que vous êtes. Bon, je continue. Mais je vais avoir du mal. Hein. Si les psychanalystes font leur travail et regardent la noirceur en face, c'est un jeu de mots, à la fois celle du passé et celle qu'on vit au quotidien en tant que personne noire ou racisée, les choses pourront évoluer. Il y a de plus en plus de médecins et de psy-noiresses, hein, mais la machine est très lente. La question du... Mais on est en France, c'est pas un... Je sais que je vais dire quelque chose qui plaît pas à tout le monde, mais la France n'est pas un pays noir. Hein, c'est incroyable de devoir le dire, mais la France n'est pas un pays noir. Donc forcément, il y a plus de blancs que de noirs en France. C'est normal. C'est normal. Pas raciste. La question du psychopolitique que j'analyse et que je traite dans mon essai est fondamentale. Il faudrait qu'en France, on cesse ces dichotomies entre le rationnel, le matériel, le logique d'un côté et l'émotionnel, l'irrationnel de l'autre. C'est ainsi qu'on pourra combattre sur tous les fronts. Combattre quoi? En quoi le racisme est-il aussi une névrose blanche occidentale? Ah, c'est comme si on ne parlait pas le même langage. Ah bon? Pire, c'est comme si on ne vivait pas le même territoire. Dans le même territoire, sur le même territoire. C'est ce que le sociologue Webb Dubois nomme la ligne de partage des couleurs. Hein. D'un côté, la blanchité fait silence autour de la race, mais produit sans cesse un discours raciste, discriminatoire, notamment dans les médias où nos corps sont rejetés. Quoi? La blanchité se perçoit comme universelle. Les personnes blanches n'ont pas de couleur, elles ne sont pas racisées, elles sont la norme. Oh, bah va en Chine. Va au Japon, on verra si les personnes blanches ne subissent pas de racisme ou sont la norme ou ce genre de choses. C'est absolument pas le cas. D'ailleurs, il n'y a pas plus de Chinois que le reste. Mais bon. Bref. Ah, non, je crois... Attendez, autant pour moi. Je crois que les Asiatiques sont considérés comme blancs, finalement. Donc, bon. La blanchité rejette les autres, mais ne voit pas les couleurs. Il y a une véritable cécité. Mais quand est-ce que la blanchité, comment ça, la blanchité? Puis déjà, la blanchité, ça veut rien dire. Ce rejet-là, qui est de l'ordre du racisme, ok, n'est jamais nommé. Et en face, nous sommes silencieux à cause de cet environnement-là. Il n'y a qu'un mur du silence de part et d'autre. Bon, on l'a compris, hein, les blancs, c'est les grands méchants, et puis nous, on est des victimes, et tout, et tout. Tu proposes toi-même de faire silence. Tu évoques notamment l'injonction à réagir sur les réseaux sociaux face aux polémiques racistes. Comment articules-tu ce paradoxe entre cette proposition de faire silence et le fait d'écrire et de promouvoir un essai autour de ces questions? Cette injonction à la réalité, à la réaction, lui arriver, implique une certaine immédiateté. Mais quand on prend le temps de réfléchir, le temps médiatique, hein, celui des réseaux sociaux, est déjà passé à autre chose. Lorsqu'il s'agit de problématiques qui n'émergent pas, qui sont de l'ordre de l'éternel recommencement, pourquoi s'évertuer à réagir sans cesse? Bien entendu, quand on parle d'un conflit, d'une guerre, du génocide en Palestine par exemple, où il faut agir en soutien hein, pour ne pas que la mémoire se meure et que cette injustice tombe dans l'oubli, c'est encore différent. Mais pour la question séculaire du racisme en France et en Occident, on a le temps en quelque sorte. Au lieu de dénoncer uniquement le harcèlement de Aya Nakamura, par exemple, je veux aller chercher le pourquoi, le dessous des cartes. Je veux donner des armes et des pistes de réflexion aux gens.
Tu écris que tu te sens d'abord noire avant de te sentir femme. Ah bon, bah déjà ça c'est un problème. C'est toi qui mets la couleur de ta peau au centre de ta vie. Et après, bah, t'en veux aux gens, ou certaines personnes, apparemment, hein, de faire la même chose. Mais toi, tu le fais toi-même. Déjà là, il y a un problème. En quoi ta noireté, pour reprendre le terme que tu utilises, prend-elle le pas sur ton genre? Moi, je suis tellement de choses avant d'être blanche. Je me dis pas, tiens, je suis blanche, donc ceci, donc cela. Enfin, je sais pas, ma couleur de peau, mais il n'y a strictement rien à battre. Alors oui, mais du coup, toi, t'es blanche, c'est plus simple pour toi. Bah non, pas du tout, au contraire. Quand je vivais là dans des quartiers chauds, quand j'étais petite, bah justement, je me faisais harceler, je me faisais frapper, tout ça parce que j'étais blanche. Et pourtant, je me disais pas, gna gna, je suis blanche. Bah non, je suis autre chose que, je suis pas qu'une couleur de peau, quoi. Enfin, je sais pas, je me respecte un minimum. Tu écris, du coup ça je l'ai lu, lors du système esclavagiste et même un peu plus tard avec le système colonial. Mais c'est ça en fait, à chaque fois, comment dire, il se justifie avec des choses qui sont passées mais il y a tellement longtemps et qui n'ont plus lieu d'être. Mais ils vivent dans le passé constamment. Comme si, d'une certaine manière, je sais pas, ça les arrange, en fait. Les femmes noires n'étaient pas perçues comme des femmes, c'est-à-dire comme des êtres du sexe faible qu'il faudrait protéger. Leur genre ne se révélait qu'en cas de violence sexuelle ou de viol, mais sinon elles étaient mises au même niveau que les hommes. On travaillait autant, voire plus qu'eux. Cela est resté ainsi, les femmes noires sont perçues comme résilientes, fortes, toujours debout. Bah oui, en général c'est vrai que quand je pense, quand j'imagine une femme noire, bah ouais, j'imagine, vous savez, la mama, quoi, celle qui en impose et qu'on n'irait pas faire chier. Mais toi, bah, t'es tout son contraire, là, du coup. Toujours debout, comme on le voit par exemple avec la figure du potomitan, ok, en Antilles, qui est un héritage de cette conception. La noirceur, la noirité, est un genre à part entière. Elle nous précède. Pour moi, l'intersectionnalité ne met pas assez en avant à quel point, peu importe où je me trouve dans le monde, avant de voir une femme, on voit une noire. Ouais, je suis pas très d'accord. Tu clôt ton livre par de la poésie et tu as également publié un recueil, on s'en fout. Bon, alors, ici, on a un plus gros article, du coup, hein, toujours sur la charge raciale ou l'aliénation imposée aux personnes racisées. Donc, évidemment, hein, c'est toujours la même douce qui s'exprime. Alors, on va encore s'énerver un petit coup. On connaît bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes. Bah non, c'est dingue comme je me reconnais pas. Alors, je sais, je ne suis pas la majorité. Mais quand même, je me reconnais absolument pas dans leur délire. Par exemple, oui, machin, charge mentale, parce qu'un homme m'a tenu la porte. Enfin, faut arrêter de déconner, quoi. Les femmes sont fortes. On est forte. On le sait, on l'est. C'est une réalité. Donc ça serait bien de le montrer à un moment. Mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignation raciale, microagression permanente et injonction à ne pas faire de vagues. De là se met en place une batterie de stratégies d'évitement, d'adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l'acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun. Rien que ça. Moi, tous les noirs que je connais sont pas que... Enfin, il n'y en a aucun qui vit comme ça. Et voilà, ils sont tous bien dans leur peau. Ils n'ont pas de problème avec le monde qui les entoure. Et pas de charge mentale quelconque. Donc je pense qu'il faudrait vraiment faire un travail sur soi. Une tâche épuisante d'expliquer, de traduire, de rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes. Voilà comment Maboula Soumaoro, maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone et autrice décrit la charge raciale pour la journaliste et sociologue douce Di Bondo. La rencontre avec ce terme expliqué dans une tribune parue dans Libération opère comme un déclic. Je me rends compte en 2017 que c'est vertigineux tout ce que je vis depuis mon arrivée en France en 2012, souligne-t-elle. Dans un article qu'elle réalise 2 ans plus tard, en 2019, sur le sujet, elle collecte et recueille les témoignages de personnes concernées autour de stratégies mises en place pour y faire face et se rend compte que ce concept n'a pas beaucoup d'écho par rapport à la charge mentale. La désillusion s'amplifie avec le temps qui passe. Elle, qui avait l'espoir que la charge raciale soit désormais explorée et documentée, s'aperçoit que rares sont les recherches entreprises à ce propos en 4 ans. Oui, parce qu'il n'y en a pas. C'est pas en France qu'il faut aller chercher du racisme anti-noir. Allez aux States, là il y a plein de choses. Beaucoup moins maintenant,
hein. Mais à l'époque, voilà, vous fouillez un peu, vous retrouvez plein de choses. Ainsi, elle décide de réaliser un travail autour de la charge raciale et écrit un livre éponyme, hein, La charge raciale, vertige d'un silence écrasant. Une dette existentielle, hein, cet ouvrage, elle le dédie pour... C'est le... Oh, pitié. Jamais tout à fait au diapason pour les noiresses. Non mais essaye déjà de te faire comprendre en fait quand t'écris. Je pense que ça irait un petit peu mieux. Les queers, les... Oh, ça décrédibilise tellement. Les voix cassées au diaphragme raidi par le système atonal, quoi. Aux poumons en brun pour celles qui exigent. Laissez-nous respirer pour les corps brisés contre le rythme effréné de société aux ondes nécropolitiques. C'est tellement bien dit. Ce bouquin empreint de poésie, d'engagement, mais du coup la poésie elle est écrite comme ça là, avec des celleux et des noiresses. Bon. D'engagement, d'histoires personnelles qui s'entrelacent et d'intimité qui deviennent politiques et un essai fondamental pour comprendre ce poids indicible et inaudible au-delà de la nature même du sexisme et du racisme, hein, comme système de l'imbrication de l'un et de l'autre dans la... Quoi ? La misogynoire, en un seul mot, par exemple, de la pluralité des différences sociales et des luttes passées et de l'autonomie comme l'horizon de lutte liée au collectif plutôt qu'à une culpabilité individuelle. Ces gens n'ont que ça à foutre. Mais ça veut dire quelque chose que je viens de lire, d'ailleurs. Journaliste, podcasteuse, militante afro-queer, féministe, poète, il y a rien qui va. Au fil et à la croisée des chemins et des médiums, hein, Douce Dibondo explore la charge raciale en profondeur dans toutes ses dimensions connexes et transversales. En fait, c'est ça, il faut juste que... Enfin, elle est dans l'obligation de montrer qu'elle sert à quelque chose, enfin qu'elle fait des choses, du coup, dans sa vie, et ça donne ça, voilà. Je suis militante afro-queer féministe. Pas ce que ça veut dire, mais une charge raciale qui se joue dans l'histoire collective de populations assujetties par une civilisation européenne, hein, qui colonise leur territoire et les réduit en esclavage, hein, bah oui, pour devenir de la matière première, mais aussi dans l'intériorité individuelle de chaque personne qui en porte inconsciemment et de manière imposée dans son corps et sa psyché. Le traumatisme en héritage, on paye une dette existentielle, une dette raciale, déclare-t-elle. D'où vient la charge raciale? Comment s'exprime-t-elle? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant avant d'en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d'évitement et d'adaptation, mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, on l'avait pas encore vu celui-là, souffrances et violences subies. Sans oublier l'hypervigilance, hein, et le lissage imposé des « Je crois que j'ai fait une fois une micro-agression », maintenant que j'y pense. Alors c'était il y a longtemps, j'avais une copine noire du coup, elle était à la maison et je me maquillais, elle avait pas son maquillage et je lui ai dit attends, je crois que j'ai pas de fond de teint qui pourrait t'aller. J'ai été tellement raciste maintenant que j'y pense. La pauvre, je pense qu'elle s'en est jamais remise. Ouais, ah non, ça devait être terrible. Sans oublier l'hypervigilance et le lissage imposé, hein, des identités jugées différentes et étrangères. Mais maintenant, quand on y repense, si moi j'étais chez elle et qu'elle se maquillait, elle n'aurait pas de fond de teint pour moi. Mais là, ça va. Ah là là, oui, c'est stupide ce que je dis, hein, mais c'est stupide ce qu'ils disent. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant, hein, qui exige des personnes... Ah non, mais le travail, c'est un lieu aliénant, je suis tout à fait d'accord, hein, que tu sois noir, blanc ou... qui exige des personnes racisées qu'elles se masquent encore davantage. Mais quand, où, quoi, pourquoi, comment? Mais jamais de la vie. Mes cheveux sont perçus comme n'étant pas professionnels. Mais... Ah, mais tu travailles où? On va m'intimer l'ordre de les détacher, par exemple. Bah, ah bon? Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l'on considère paresseux. Non, ça n'a... Mais... Aïe, aïe, aïe. Mais les raccourcis... Une personne portant des dreadlocks, par exemple, pourrait être, malgré elle, apparentée au contexte de la Jamaïque et par ricochet de stéréotypes aux drogues, à la télévision, au cinéma. Non, mais c'est pas parce que t'es noir, c'est le style, c'est tout. Une fois... alors c'était il y a très 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 longtemps, hein, j'avais quel âge? Moi j'avais 19 ans je crois. J'avais eu une mission d'intérim comme ça, bon. C'était dans un hypermarché. Je suis arrivée, alors j'avais un piercing, parce que j'avais beaucoup de piercing à l'époque. J'avais un piercing à la lèvre, celle du haut, et je
précise. Et du coup, je suis arrivée dans le magasin, tout ça, il y avait le directeur du magasin qui était là. Et donc, bah, moi, je vais le voir. Enfin, bon, on se croise, quoi. J'étais avec d'autres collègues qui me l'ont présenté. Et je lui dis bonjour. Et là, il pointe comme ça avec son doigt mon piercing et il fait ça, vous me le virez. Bonjour, enchanté. Enfin, je sais pas, politesse, non. Je vais me faire foutre. Et voilà, il m'a très très mal parlé. Bon, j'avais aucun respect de sa part parce que j'avais un tout petit point à la lèvre. C'est tout. J'avais juste un petit truc, hein. C'était vraiment un tout petit piercing que j'ai dû enlever. D'ailleurs, le trou s'était refermé alors que j'avais payé ça une fortune, espèce de con, mais bon. Mais voilà, on m'a manqué de respect. J'ai fait une journée, je me suis barrée tellement il y avait une ambiance, c'était terrible. C'est pas parce que je suis blanche, c'est juste l'apparence qui ne plaît pas. C'est tout. Et toi, c'est pas parce que t'es noire, c'est juste l'apparence qui plaît pas. Pas l'apparence de ta peau. À la télévision, au cinéma, dans les médias, les personnes noires sont longtemps représentées comme des divertissements sur pattes, renvoyant l'idée qu'au quotidien, les concernés doivent répondre aux standards racistes attendus, exubérance, drama et humour à gogo. Pour se fondre dans la masse, des stratégies sont déployées allant de la modulation de la voix, l'adaptation de l'apparence physique, en passant par la lecture d'un bouquin dans les transports en commun. Pourquoi? Pour asseoir le côté sérieux et cultivé. Ne pas mettre en place toutes ces stratégies pourrait nous desservir, souligne la Mais c'est pareil avec les blancs. Enfin, mais c'est n'importe quoi. Santé impactée et dégradée. Non, mais attends. Par exemple, dans une série, vous regardez une série ou un film japonais, quand il y a le plus souvent, c'est un truc que j'ai remarqué, le plus souvent quand il y a un blanc qui parle japonais, ils vont le faire parler avec un accent terrible, alors que la personne, elle est bilingue, elle parle tout à fait normalement japonais, mais elle va devoir se forcer à faire un accent, mais vraiment horrible, pour bien montrer que c'est une étrangère, un étranger. Elle va se comporter aussi en mode « Ah, je connais pas les codes au Japon, gna gna gna, je sais pas faire, un peu débile. » C'est pareil, et on pète pas un plomb, enfin on fait pas des articles comme ça « Oui, charge raciale en tant que blanc. » Non. Ah bon. Santé impactée et dégradée, tout ça se forme principalement dans l'inconscient collectif et les non-dits, parce que la France est un pays qui se revendique aveugle aux couleurs. Il y a un fardeau autour de la race, construction sociale, à cause du silence que la France impose de par sa cécité. On se censure, on intériorise. Notre psychisme est fracturé. En face, le regard qui nous juge ne voit pas notre humanité. Non, mais faut arrêter. On hérite du silence et on intériorise, on hérite du traumatisme de 400 ans d'histoire. Non. Les gens évoluent, on évolue, c'est vous qui évoluez pas. Je veux dire, dans la tête, quoi, vous restez comme si on était encore à cette époque d'esclavagisme et tout ce... Non, évoluez donc avec nous. Changez votre façon de voir aussi, comme nous. Elle poursuit apportant des nuances qui ne révèlent pas du détail, mais bien d'une discrimination, celle du colorisme. Plus on se rapproche de la noirceur, moins on a de chances d'être aimé. Plus on se rapproche de la blancheur, plus on a de la chance d'être aimé. Ok. Précise-t-elle, soulignant que la charge raciale est bien plus viscérale et profonde que simplement des stratégies d'adaptation et d'évitement. Mais ça m'énerve, parce que forcément, moi, je fais le lien direct avec moi, personnellement, et non, c'est pas du tout ça. Alors, pour l'anecdote, là, au travail, la personne avec qui je m'entends le plus est noire. Et forcément... Enfin, je sais pas, et c'est tellement une belle personne, enfin, il est tellement humain, et ça m'énerve, parce que lui, il voit pas le monde comme ça. Je sais que c'est pas une généralité, quoi, du coup, mais lui, il voit pas du tout le monde comme ça. Moi, je le vois pas du tout comme ça, je vois pas comme un meuble ou ce genre de choses, et ça m'énerve. Les gens qui affirment ça en mode oui, c'est ça la vérité, c'est comme ça que ça se passe, alors qu'absolument pas. L'histoire n'est pas finie, elle vient se loger dans la blessure intergénérationnelle et elle nous grignote la santé. De l'absence de douleur à l'exagération systématique des douleurs, le fameux syndrome méditerranéen, les personnes noires notamment subissent des discriminations basées sur des stéréotypes et préjugés racistes, nés d'arguments biologiques puants destinés à légitimer le massacre opéré par les colons européens. Ce racisme encore présent dans la suprématie blanche, dont le corps médical n'est pas exempt, pousse les populations concernées à la méfiance vis-à-vis de l'institution médicale en l'occurrence.
Conséquence, on retarde l'hospitalisation, la demande d'aide thérapeutique, etc. Parce que la société ne prend pas en compte notre parole, nos vécus, nos douleurs. Mais quoi? Ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant de personnes noires en hôpital psychiatrique, d'autant que les professionnels de la santé ne sont pas formés à nos expériences. Non mais ça va beaucoup trop loin, hein, vraiment. Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques hein, des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc. Tout ça, ça crée des îlots de mort, la charge raciale soumet à l'hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance, non mais la méfiance envers le corps médical, l'injonction à la pédagogie, tout ça, c'est un terreau fertile pour notre santé fragile, insiste-t-elle. Ouais, on peut dire la même chose. On va dans un quartier chaud, ben voilà, on a peur de mourir, on va stresser, puis on va finir à l'hôpital. Mais comme c'est, voilà, ils vont pas comprendre de, bah oui, mais pourquoi t'as peur de mourir? C'est bon, ils vont pas te tuer, hein. Bah voilà, on va mourir prématurément. Enfin, on peut dire mais exactement les mêmes conneries en tant que blanc. Faut arrêter. Je m'énerve vraiment, hein. Combien il reste? Waouh, c'est super long. Bon, écoute, on va le faire, on va le faire. J'étais où? Ah bah voilà, je me suis perdue. C'était ici. Douce Dibondo a vécu les 12 premières années de sa vie au Congo, hein, entourée de gens lui ressemblant. Elle raconte qu'elle n'a pas connu ce renvoi et l'altérité dès son enfance. Aussitôt installée en France, elle est soumise à la question de son origine. Tu viens d'où? Oh mon Dieu, oh Seigneur, les gens ont osé s'intéresser. Sonne comme une ritournelle mortuaire pour toutes les personnes perçues comme non blanches. Non mais faut arrêter. De fait de ma couleur de peau, elle, la personne qui pose la question, se persuade que je viens obligatoirement d'un ailleurs. Bah c'est le cas, t'es né au Congo. C'est pas grave. Par le statut que sa blancheur lui confère, non, c'est juste pour s'intéresser à toi et à ta vie. Elle déplace ma présence et mon corps de sujet à objet d'étude, mais... En effet, t'as vraiment besoin d'un psychiatre. Le temps d'un intérêt voyeuriste, ah bah oui, je suis observée et interrogée. La noirceur de ma peau exclut d'office la nationalité, elle est insoluble dans les frontières de la nation française. C'est pas grave. Depuis, elle s'est exercée à renvoyer le malaise à son expéditrice. Je rétorque parfois que je suis citoyenne du monde. Oh là là, je renvoie la question sans y répondre, ou avec une innocence feinte. Des toilettes, pourquoi? Ok. Elle doit être tellement chiante. Je veux pas être méchante, mais... Pourquoi voir autant de mal dans les choses dans lesquelles il n'y a rien? Combien de fois on m'a demandé, moi aussi, bah tu viens d'où? Parce que je voyage énormément. Ah oui, bah t'arrives dans un autre pays, forcément, on te demande d'où tu viens. C'est... Puis je sais pas, ça fait plaisir, les gens s'intéressent à toi, ils veulent savoir un peu ta vie, ton chemin, ton parcours. Enfin... Mais bon. Adaptation pour la survie. Bah ça rejoint hein, de toute façon les féministes et leurs micro-agressions quand un homme leur tient la porte, c'est exactement la même connerie. Le racisme ordinaire est une charge raciale, écrit-elle dans son livre. Non, mais si pour toi ça c'est du racisme, mais t'as pas fini quoi. Parce qu'il discrimine, parce qu'il déshumanise, parce qu'il place les personnes racisées dans l'obligation de se justifier, non, de par la réponse à la question posée, de par le silence ou de par une pirouette mûrement réfléchie, ce qui implique que cela aurait demandé du temps et de l'énergie à la personne concernée pour se parer de toutes les micro-agressions dont elle est victime en permanence. Mais combien de fois, moi, on me demande « Ah, vous venez d'où ?» Alors je dis « Ah bah moi je suis un pur produit alsacien. » Voilà. Et on me le demande ici, en Alsace. Hein. Ah, vous êtes d'ici ou pas? Et on me le demande, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je sais pas, je vais pas en faire un article, je vais pas en faire un bouquin, faut arrêter. L'effet boomerang est assuré. Dans un contexte où la blanchité est majoritaire, hein, la charge raciale écrase mon individualité et me pousse à sortir de moi-même en toutes circonstances. Par exemple, quand je vais dans le sud, je suis allée beaucoup dans le sud parce que j'ai une grande partie de ma famille qui vient du sud et du coup bah, on ne se comprend absolument pas avec leur accent à la con. Pardon. Du coup quand je vais dans le sud, bah, on me demande forcément, moi j'ai pas l'accent du sud là. Et du coup, bon, on me demande, oui, bah, vous venez d'où? Bah, je viens d'Alsace. Je rentre dans une boutique. Vous venez d'où? Ben, je suis alsacienne. Je rentre dans un magasin. Oh, vous venez d'où? Vous n'avez pas l'accent d'ici? Bah, je viens d'Alsace. Je marche dans la rue, je demande mon chemin. Oh, vous venez d'où? Mais d'Alsace. C'est bon, quoi. Oh là là, les gens.
Dans un contexte où du coup la blanchité est majoritaire, la charge raciale écrase mon individualité et me pousse à sortir de moi-même en toutes circonstances. Mon vécu est toujours mis en frottement avec celui des autres personnes noires. Répondre à cette question en confiant une partie de mon récit, c'est légitimer l'intrusion de la personne qui m'interroge et de toutes celles à la curiosité raciste toujours malvenue, ok. Ouais, bah moi j'ai porté plainte contre toutes les personnes qui m'ont demandé d'où je venais parce que c'était du racisme anti-alsacien. Ajoute Douce Dibondo. Une vie dans laquelle la tranquillité d'esprit n'est pas permise, hein, une vie dans laquelle... Non mais ça c'est ton esprit à toi, hein. L'hypervigilance est de mise, une vie dans laquelle l'individualité qui sera désignée comme une différence n'est pas admise, fatigue intense, morale en berne, personnalité dissociée, nous sommes toujours sur le qui-vive, en survie et non en vie. Alors, je fais une petite pause ici. Elle est longue la vidéo, hein. Si vous êtes noir, vraiment, premier degré, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Vraiment, lâchez-vous dans les commentaires. Enfin, oh là, pardon, je me demande d'écrire des commentaires alors qu'ils sont toujours bloqués. Si les commentaires sont ouverts, voilà. N'hésitez pas, vraiment, dites-le hein, si vous êtes d'accord ou non avec ce que cette personne raconte. Parce que vraiment, ça m'intéresse. J'ai ma perception, là, je vous partage ma perception des choses. Vous, en tant que noir, bah, vous le voyez forcément hein, d'une autre manière. Voilà, je reviens un petit peu ouais, sur les commentaires qui sont bloqués, c'est vraiment pas de ma faute. Hein. La vidéo aussi d'hier, les commentaires étaient bloqués. Bon, alors je les débloque, mais après ça les rebloque, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Je suis vraiment désolée, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais plus où j'étais. La race n'existe pas, ou alors j'ai lu ça, nommer la charge raciale, c'est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l'expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais, investir de manière frontale la question de l'intériorité. La race n'existe pas, elle est le fruit d'une construction et pourtant elle a tant construit en nous qu'on soit noiresse ou blanchesse. Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère. Il faut qu'on aille creuser dans notre intériorité hein, les luttes existentielles tout en prenant soin de nous, car nous n'avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. En tant que militante, elle a conscience de l'importance et de l'impact du prendre soin et inciter à créer des moyens de lutte autrement. Par exemple, je vais partir d'une chorale afroféministe. Pardon. Chanter, c'est se guérir, déployer des vibrations qui touchent et qui font du bien. Mais en fait, vu le milieu dans lequel elle traîne, mais c'est pour ça qu'elle est complètement ravagée. On va dans des manifs, on organise des cercles de guérison en faisant des exercices sur le souffle pour s'alléger collectivement de la charge raciale. Ah bon? C'est un des moyens de lutter, mais il y en a d'autres, hein, s'enthousiasme-t-elle. Ah, mais c'est bien. Et citant Audre Lorde, elle précise, il est très difficile de combattre avec les outils du maître, il est nécessaire de prendre de la distance et de trouver d'autres moyens de combattre. L'art et la créativité, ça peut aider, mais il faut aussi des formations et des budgets alloués à ce sujet. Du jeu à la noirité, en passant par la question des privilèges. Hein. La question du jeu est également au cœur hein, des leviers explorés par Douce Dibondo dans son ouvrage sur la charge raciale. Parce qu'il y a longtemps été difficile de dire je pour les personnes noires, considéré comme un bloc monolithique. Dire je, c'est prendre un risque. Rien que ça. Dans le jeu, voilà, de l'être. On est indivisible de tout le pays de la noirie. Oh, il me fait rire. Ce jeu porte un poids historique et collectif, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Avant, pour moi, c'était dur de le dire, c'était brûlant et blessant. Je le dis maintenant, je dis je grâce à la poésie, commente-t-elle. Et parce qu'elle ne trouve pas de livre hein, sur la charge raciale entre 2019 et 2023, elle décide d'apporter dans son livre toutes les parts de qui elle est et des théories existantes pour revenir au jeu collectif. En parallèle, elle propose le silence politique hein, pour s'en sortir ensemble, cesser de nourrir la machine médiatique qui impose le bruit du sensation... c'est compliqué le français, hein. Je reprends. Le bruit du sensationnalisme, comme en témoigne la polémique sur Aya Nakamura. Elle aime bien hein, cette polémique. J'ose le terme, je crois qu'en fait c'est le seul truc qu'elle a pour faire son bouquin. J'ose le terme silence communautaire, non pas à viser séparatiste, hein, mais pour nous recueillir et faire silence dans l'ombre, imposer ce silence comme pouvoir, comme antidote à cette charge raciale. C'est bientôt fini, on s'accroche. Et que l'effort de compréhension et d'acceptation change de camp. Que les personnes blanches comprennent, attention, c'est à nous qu'elle parle, en s'informant, en lisant, en écoutant et fassent un travail sur ce que c'est réellement d'avoir des privilèges. Alors, où sont mes privilèges?
J'aimerais bien les avoir, s'il vous plaît. Ajoute-t-elle. L'idée, partir de l'intériorité pour saisir et ressentir l'empathie sociale. À tout cela, elle apporte la notion de noirité qu'elle définit comme l'expérience positive de la blackness, hein, littéralement la noirceur, mais qui dans son essence est difficilement traduisible en français. Elle s'attache, douce dit Bondo, à percevoir la résilience qui, malgré nous, fait que notre colonne vertébrale tient droite, hein, convoquant à nouveau une citation de l'essayiste et militante afroféministe et lesbienne américaine. Elle conclut joyeusement. Lord dit: nous n'étions pas censés survivre et pourtant nous sommes là, c'est ça pour moi la noirité. Une noirité qu'elle invite dans son essai à engendrer par les concernés et pour les concernés. Son livre, lui, est bel et bien à mettre dans toutes les mains. Non. Non, évidemment, vous lisez ce que vous voulez. Bon, je réitère hein, ma demande, sous réserve que les commentaires soient accessibles. Bon, n'hésitez pas si vous êtes noir. Bon, si vous êtes blanc aussi, hein, il n'y a pas de vous êtes blanc, fermez vos gueules. Mais si vous êtes noir, vraiment dites-moi ce que vous pensez de ça et ce que vous avez, ne serait-ce qu'un petit moment dans votre vie, hein, ressenti ce qu'elle décrit là. Ça sera très intéressant à savoir. Si vous êtes blanc, bah, dites-moi ce que vous pensez aussi hein, de tout ça. Moi, je vais de ce pas aller manger une petite raclette. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!